Tout d'abord, nous nous rendrons à Miami pour l'audience de Calvin Lloyd Griffith, qui a secoué ce que sa mère lui a donné pour le juge. Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Restez avec moi. Tout cela s'est passé au tribunal de la caution. Soupçonné d'avoir volé une voiture à la Miami Edison Senior High School, Griffith a décidé de montrer ses pas de danse, en se twerkant devant Catherine M. Pooler, juge du circuit de Miami-Dade. Cependant, la juge n'a pas été impressionnée par ses pitreries et a continué à lire les documents qu'elle avait sous les yeux, l'ignorant. Griffith comparaissait devant le tribunal parce qu'il était entré dans le bureau des présences de la Miami Edison Senior High School. Saisissant l'occasion, il s'est emparé des clés de voiture d'une personne sur le comptoir, comme le montrent les images de surveillance. Les clés en main, Griffith s'est rapidement dirigé vers une Volkswagen Passat noire de 2013 garée sur le terrain de l'école avant de filer en direction de la 62e rue Nord-Ouest. Grâce à l'enregistrement de la surveillance de l'école, les forces de l'ordre ont rapidement identifié Griffith comme étant le coupable du carjacking. Il a ensuite été appréhendé et a dû répondre de plusieurs chefs d'accusation, dont cambriolage d'une habitation occupée, vol simple, vol de voiture et intrusion dans une école zone de sécurité d'une école. Lors de sa comparution devant le tribunal, le comportement et les emportements de Griffith ont attiré l'attention. Il s'est exclamé « Ma mère est là !» tentant de détourner l'attention du juge. Il n'arrêtait pas de parler par-dessus tout le monde, à tel point que son micro a été coupé. Il n'a pas abandonné pour autant. Ne se laissant pas décourager par les tentatives du juge de le faire taire, il s'est mis à twerker, ce qui n'a fait qu'ajouter au spectacle inattendu de la procédure. Oui, le twerking. Malgré les tentatives de Griffith pour détendre l'atmosphère, le juge Pooler est resté ferme et ne s'est pas amusé, poursuivant rapidement la procédure et fixant le montant de la caution. Elle a fixé le montant de la caution à 18 000 $, mais a ordonné la détention du prévenu jusqu'à sa prochaine comparution devant le tribunal. Ensuite, nous irons en Floride. Dans une affaire qui a hanté la communauté gay de Tampa pendant 2 décennies, justice a enfin été rendue. Steven Lorenzo, l'auteur des crimes odieux impliquant la torture et les meurtres de Michael Wacholtz et Jason Galehouse, a été condamné à une peine appropriée, sans drame. Il a été accusé de double meurtre. Lorenzo, qui se représentait lui-même, n'a pas montré de remords au cours du procès et s'est même félicité de la peine de mort, déclarant « Plus vite je serai euthanasié, plus vite je pourrai me trouver un nouveau corps et revenir ». Il se représentait lui-même, et c'est donc lui qui devait contre-interroger les victimes. Ce n'est pas trop tiré par les cheveux. Cependant, la plus grande surprise a été lorsqu'il a commencé à demander la peine de mort. Mais il a d'abord commencé par remercier le juge, puis, d'une manière froide et honnêtement quelque peu polie, il a demandé la condamnation à mort, choquant tout le monde. Eh bien, c'est une façon de le dire. Toutefois, le juge Christopher Sabella a clairement indiqué que le souhait de Lorenzo d'être exécuté n'avait pas été pris en compte dans sa décision. Le juge n'a pas cru à cette façade et l'a rappelé à l'ordre. Le juge a souligné que la peine était méritée pour les crimes horribles commis par Lorenzo. Lorenzo a plaidé coupable pour les meurtres de Wacholtz et Galehouse en 2003. L'accusation a expliqué comment Lorenzo et son co-accusé, Scott Schweikert, s'en prenaient aux homosexuels, qu'ils traitaient comme des esclaves sexuels. Schweikert, qui avait déjà plaidé coupable, a témoigné contre Lorenzo et a fourni des détails effrayants sur les crimes commis. Schweikert a révélé que les victimes avaient été droguées, torturées et finalement tuées. Le corps de Wacholtz a été découvert dans son véhicule sur le parking d'un complexe d'appartements, tandis que celui de Galehouse n'a jamais été retrouvé, car il avait été démembré et jeté dans diverses bennes à ordures. Albert Perkins, un autre survivant des actes horribles de Lorenzo, a également témoigné lors de l'audience de détermination de la peine. Perkins a raconté la panique et la terreur qu'il a ressentie, se souvenant de l'expression froide et contorsionnée de Lorenzo lorsqu'il a été attaqué. Attaché et bâillonné, Perkins a enduré plus de 5 heures de torture jusqu'à ce qu'il parvienne à s'échapper lorsque Lorenzo s'est endormi. Après avoir pris en compte tous les éléments de preuve, le juge Sabella a condamné Lorenzo à la peine de mort, peine de... Ensuite, nous nous rendons à Rhode Island pour la condamnation de Matthew Komrowski. La police de Cranston a inculpé Matthew Komrowski pour le meurtre de Shirley Donnelly et de l'incendie criminel qui s'en est suivi dans son appartement de l'avenue Dyer. Ce crime odieux a laissé la communauté choquée et consternée lorsque les détails de l'affaire ont commencé à être révélés. Il l'aurait tué et aurait mis le feu à la scène pour étouffer l'affaire. En découvrant la scène de crime, le chef de la police de Cranston, le colonel Marco Palombo, a exprimé son horreur en déclarant « C'est un crime vicieux et horrible ». Le chef de la police de Cranston, le colonel Marco Palombo, a exprimé son horreur en déclarant « Il s'agit d'un crime vicieux, d'un crime horrible. Je suis heureux que nous ayons pu procéder à cette arrestation aussi rapidement que nous l'avons fait et que nous ayons pu mettre ce type hors d'état de nuire. C'est l'un des crimes les plus horribles, voire le plus horrible, qu'il m'ait été donné de voir en 24 ans de carrière dans la police. Monsieur Komrowski, dont le casier judiciaire est chargé et qui a déjà commis des agressions, des vols, des incendies criminels et des cambriolages, a été arrêté sur Potters Avenue à Providence.
Se débattant brièvement avec les agents chargés de l'arrestation, il a finalement été placé en détention. Fait troublant, Komrovsky n'avait été libéré de l'établissement pénitentiaire pour adultes qu'1 jour avant le meurtre. L'attention des autorités s'est portée sur les appartements Riverbend, situés sur l'avenue Dyer, à la suite d'un rapport faisant état d'un possible incendie criminel. Les pompiers de Cranston ont découvert le corps sans vie de Shirley Donnelly dans la chambre à coucher de son appartement du 2e étage, ravagé par les flammes. D'abord considérée comme un incendie criminel, l'affaire s'est rapidement transformée en homicide au fur et à mesure que des preuves apparaissaient. Des témoins oculaires ont fourni des informations cruciales, déclarant que Komrovsky avait été vu quittant les lieux dans le véhicule de la victime peu avant l'incendie. L'enquête a révélé que Donnelly avait non seulement été battu mortellement, mais qu'il avait également été victime de l'incendie, une tentative de Komrovsky de dissimuler son horrible crime. Au cours de la procédure judiciaire, Komrovsky a semblé se désintéresser de la question. C'est une chose s'il semblait simplement indifférent. Mais non, il s'est moqué de la famille de la victime en disant qu'elle paierait la caution. De toute évidence, quelque chose qu'il a dit a mis en colère l'ex-mari de la victime, Raymond Donnelly. Ainsi, alors que Komrovsky était conduit hors de la salle d'audience, l'ex-mari est monté sur la rampe et a tenté d'attraper Komrovsky. Heureusement pour lui, les fonctionnaires du tribunal se sont emparés de l'homme blessé et l'ont plaqué au sol. Qui peut lui en vouloir? Sa colère était justifiée, mais bien sûr, il incombe aux auxiliaires de justice de maintenir le décorum dans la salle d'audience à tout moment. Les membres de la famille ont exprimé leur indignation face à la douleur qu'il a causée à la famille et à la communauté. Le mauvais comportement de Komrovsky ne s'est pas limité à l'absence de remords dans la salle d'audience. Ses actions pendant sa détention ont également été assez surprenantes. Il a en effet téléchargé des autoportraits et des vidéos sur Instagram depuis l'intérieur de l'hôpital psychiatrique de Rhode Island. Personne n'a pu comprendre ses motivations, ni même qui lui avait donné le téléphone portable. Komrovsky n'a pas encore été condamné au moment de la publication de cette vidéo. Il a été déclaré mentalement inapte à être jugé en 2014 et a été évalué tous les 6 mois. Cependant, en 2018, il a finalement été jugé apte à être jugé. La seule chose que la famille peut faire est d'attendre que la loi suive son cours. Nous allons maintenant nous rendre au procès de Daniel Nicholson devant le tribunal de première instance de Christie's Beach, un père de 4 enfants qui a pensé que c'était apparemment une bonne idée de s'enfuir dans la salle d'audience. Le 15 septembre 2020, Daniel Nicholson, un résident d'O'Sullivan Beach, a comparu devant le tribunal. Il était accusé de possession d'une arme offensive et d'une arme prohibée, d'avoir incendié une voiture et d'avoir volé une moto. Heureusement, il a été libéré sous caution. Mais après avoir été libéré sous caution et avoir attendu son procès, les choses ont pris une tournure radicale pour lui. Il s'est retrouvé confronté à d'autres chefs d'inculpation, notamment tentative d'évasion et blessure par imprudence d'un agent des services d'urgence. Ces nouveaux chefs d'accusation sont venus s'ajouter à ces problèmes judiciaires existants. En conséquence, le magistrat a décidé de révoquer sa caution, mettant ainsi fin à sa libération temporaire. Mais Nicholson est implacable. Il n'aime pas la décision du magistrat et fait en sorte que cela devienne le problème de tout le monde. Il commence à irriter la juge qui lui demande de s'asseoir. C'est alors que Nicholson planifie son audacieuse évasion. Ce qui se passe ensuite est presque digne d'un film. Dans une étonnante démonstration d'agressivité, Nicholson se lève de son siège et se jette sur le banc des accusés, incitant plusieurs officiers à se précipiter pour le maîtriser. Malgré leurs efforts, il leur répond par des coups de poing vicieux, refusant de céder. Sans se décourager, Nicholson poursuit sa lutte, échangeant des coups et manœuvrant par-dessus la table. Cependant, son élan le trahit lorsqu'il entre en collision avec la table, ce qui le fait trébucher. Agissant rapidement, un autre auxiliaire de justice le plaque au sol pour tenter de reprendre le contrôle. Nicholson persiste dans sa tentative frénétique d'évasion. À l'arrière-plan, une femme qui tient son enfant crie, insistant pour qu'il fasse preuve de clémence en raison de la maladie de Nicholson. Laissez-le, il est malade. Malgré les obstacles, Daniel fait preuve de détermination et tente d'atteindre la porte. Cependant, tous les officiers se rassemblent rapidement pour l'arrêter, mettant un terme à son audacieux plan d'évasion. Malheureusement, en raison de la force de la tentative d'évasion, l'un des officiers de justice s'est retrouvé avec un pied cassé. Et c'est ainsi qu'une audience s'est transformée en une nouvelle scène de crime. Daniel a dit que la raison de ses actes était la méthamphétamine. Mais le fait de consommer des drogues ne vous exonère pas des actes commis sous l'effet de ces drogues. Le juge Chapman a déclaré que cet accès de colère était inexcusable. Le fait que vous étiez sous l'emprise de méthylamphétamine à l'époque ne donne pas une bonne image de vous, a-t-elle déclaré. Qui sait quel type d'exemple vous pensiez donner à votre fils? Finalement, il a été condamné à 21 mois de prison avec libération conditionnelle au bout d'1 an pour son emportement au tribunal et à une amende de 320 $ pour l'accusation de port d'armes. Rendez-vous en Floride pour la condamnation de Joseph Ziller. Il avait littéralement le mot « tueur » sur les dents, mais ce n'était pas le moment le plus fou dans la salle d'audience. Les actes tordus de Ziller ont commencé en mai 1990, lorsque Robin Cornell,
11 ans, et sa babysitter, Lisa Story, 32 ans, ont été brutalement violés, agressés et étouffés dans un appartement de Cape Coral. Ce n'est que 26 ans plus tard, en 2016, que Ziller a été arrêté pour ces meurtres non élucidés. La percée s'est produite lorsque la police a fait correspondre l'ADN de Ziller aux traces trouvées sur la scène de crime, laissant les enquêteurs sous le choc des preuves accablantes contre lui. Il a finalement été inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Après son arrestation, Ziller a clamé son innocence, mais ce n'est pas tout ce qu'il a fait pendant le procès. Ce procès a été loin d'être sans histoire. Lors d'un spectacle en salle d'audience qui a stupéfié toutes les personnes présentes, Ziller, lourdement enchaîné, a eu recours à la violence une fois de plus. Il a intentionnellement frappé son avocat, Kevin Shirley, d'un coup de coude vigoureux, provoquant les halètements des spectateurs. Il a agi comme s'il voulait lui dire quelque chose, puis a mis son plan à exécution. Il n'y a pas eu de provocation ou quoi que ce soit de ce genre. Il a simplement choisi la violence. Il a été rapidement plaqué au sol par les officiers de justice et emmené hors de la salle. Au même moment, l'avocat s'est assis comme si de rien n'était. Reprenons l'exercice. Le juge a dû demander à l'avocat s'il était d'accord, à vous de leur dire. Mais d'une certaine manière, cela n'est rien en comparaison de ce qui s'est passé pendant l'un des contre-interrogatoires de Ziller lorsqu'il a traité la mère de sa victime, âgée de 11 ans, de porc. Oui, un porc. À l'issue d'un procès émouvant et passionnant, le jury a déclaré à l'unanimité Ziller coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. La phase de sanction qui a suivi a donné lieu à d'intenses délibérations et, en fin de compte, 10 des 12 jurés ont recommandé la peine de mort. Il a finalement été condamné à la peine capitale. Mais Ziller s'est présenté devant le tribunal avec un air de défi. Malgré les preuves accablantes contre lui, il a catégoriquement déclaré son innocence, prononçant les mots suivants : « Je n'ai rien à voir avec tout cela. Je maintiens mon innocence. » Cependant, ces plaidoiries n'ont pas été prises en compte. Selon le juge, il a perdu son droit de vivre. Ensuite, nous nous rendrons dans l'Oregon pour assister au procès de Jeremy Christian, un raciste, un xénophobe et une personne tout à fait mauvaise. Un peu d'histoire tout d'abord. En mai 2017, un événement tragique s'est produit dans un train Max. Un chrétien a tenté d'attaquer 2 femmes qui semblaient musulmanes. Taliesin Namkai Mesh, 23 ans, et Ricky Best, 53 ans, ont tenté de protéger les femmes, mais ont malheureusement perdu la vie. Christian a également tenté de tuer Micah Fletcher, mais n'y est pas parvenu. Christian a dû répondre de graves accusations à la suite de ses actes. Il a été inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre, d'agression, d'intimidation, d'utilisation illégale d'une arme et de menaces. On pourrait penser que de telles accusations le rendraient plus doux, mais non. C'est exactement le contraire qui s'est produit. Au contraire, il a affirmé être la victime lorsque l'une de ses accusatrices, Demetria Hester, s'est présentée à la barre. Mais alors qu'elle lui dit qu'il devrait pourrir en enfer, Jeremy fait de nouveau des étincelles. Il ne s'arrête pas. Il continue de parler alors qu'il est menotté et emmené hors de la salle d'audience. Christian a tenté d'éviter d'assumer la responsabilité des coups de couteau et a plutôt pointé du doigt Fletcher. Il a affirmé qu'il n'avait pas tenu de propos haineux à l'égard de 2 jeunes filles et qu'il n'avait fait qu'exercer son droit à la liberté d'expression. Christian a été condamné à la prison à vie par Cheryl Albrecht, juge du comté de Multnomah, pour le meurtre brutal de 2 passagers. En outre, il a été condamné à une peine de plus de 25 ans pour avoir tenté d'assassiner Micah Fletcher au premier degré, ainsi que pour avoir commis des agressions et des crimes de haine à l'encontre d'une femme noire et de 2 adolescentes. Ce verdict garantit que Christian passera le reste de sa vie derrière les barreaux, une véritable condamnation à perpétuité. Ensuite, nous nous rendrons dans l'Ohio pour la condamnation de Mackenzie Shirilla, une jeune femme de 20 ans originaire de l'Ohio. Dans une affaire choquante qui s'est déroulée à Strongsville, Ohio, une adolescente de l'Ohio nommée Mackenzie Shirilla, 20 ans, a été reconnue coupable du meurtre prémédité de son petit ami Dominique Russo, 20 ans, et de son ami Davion Flanagan, 19 ans. L'incident dévastateur, qui s'est produit en juillet 2022, a culminé lorsque Shirilla a délibérément conduit sa voiture contre un mur à une vitesse stupéfiante de 100 miles à l'heure. La tension règne dans la salle d'audience, tandis que Shirilla attend en pleurant sa condamnation. Consciente de la gravité de ses actes, elle risque désormais de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. S'adressant à la cour, la juge Nancy Margaret a déclaré sombrement « Elle avait une mission et l'a exécutée avec précision. Cette mission était la mort. » À l'issue d'un procès de 4 jours, Shirilla a été inculpée de meurtre, d'homicide aggravé par véhicule et d'agression criminelle. Bien qu'ils aient affirmé avec véhémence que le crash était un accident, les procureurs ont brossé un tableau différent. Ils ont affirmé que Shirilla était en mission dangereuse, considérant qu'elle voulait échapper à une relation toxique avec Russo. L'accusation a présenté des preuves irréfutables, notamment des images de surveillance glaçantes, montrant Shirilla en train d'accélérer délibérément sa Toyota Camry pour percuter le mur d'un bâtiment commercial.
Cette preuve s'est avérée cruciale, car le tribunal l'a décrite comme le type de preuve que l'on ne peut jamais effacer. L'enregistrement obsédant est devenu un rappel permanent de la terreur ressentie par les deux victimes dans la voiture quelques instants avant leur mort tragique. Les moments les plus fous et les plus dramatiques du procès ont été ceux où les images de l'accident meurtrier ont été diffusées pour que tout le monde puisse les voir. La cour est restée muette en regardant les derniers instants de Russo et Flanagan. On a pu voir Russo faire une embardée vers un mur et accélérer, détruisant ainsi la voiture. On pourrait littéralement entendre une épingle tomber. Contrairement à la plupart des moments de cette liste, il n'y a pas de combat, de lutte ou de cri. Cela nous rappelle que tous ceux qui ont vu la vidéo, y compris vous, les spectateurs, assistent aux derniers instants des victimes de Sherilla. Probablement passés dans la douleur et l'agonie. Ce n'est pas un film, c'est la vraie vie. Au cours du procès, la mère de Dominique, Christine Russo, a parlé de la terreur pure ressentie par Flanagan et lui-même alors que Sherilla filait vers leur perte. Cette épreuve éprouvante était loin d'être un acte irréfléchi. Il s'agissait d'un meurtre de sang-froid, a souligné Christine. Les avocats de Sherilla ont tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un accident, mais leur défense n'a pas réussi à convaincre le tribunal. En fin de compte, Sherilla a choisi de ne pas témoigner au cours du procès. Avant la sentence finale, Sherilla a eu l'occasion de s'adresser à la cour. Lorsque le marteau tombe, scellant son destin, un silence pesant s'installe dans la salle d'audience. Les larmes de Sherilla en disent long. Sa condamnation à une peine d'emprisonnement de 15 ans à la perpétuité fait écho à l'ampleur de son crime et à la dévastation qu'elle a causée aux familles et aux amis des victimes. Ensuite, nous nous rendons à Cincinnati pour une affaire très particulière. Cette fois, c'est un juge qui est sur la sellette. La juge Tracy Hunter a été inculpée de 8 chefs d'accusation. 2 chefs d'accusation de falsification de preuves, 2 chefs d'accusation de contrefaçon, 2 chefs d'accusation d'avoir un intérêt illégal dans un marché public et 2 chefs d'accusation de vol dans l'exercice d'une fonction. Madame Hunter a été accusée d'avoir commis de nombreux actes, notamment d'avoir antidaté et signé des ordonnances et d'avoir engagé son frère pour travailler au tribunal. En outre, elle a été accusée d'avoir profité de son rôle de juge pour obtenir des documents du dossier personnel de son frère dans le cadre d'un conflit d'emploi. Conformément à la législation de l'État, la Cour suprême de l'Ohio a disqualifié Madame Hunter en tant que juge le 10 janvier 2014. La Cour a décidé qu'elle resterait disqualifiée tant que les accusations portées contre elle seraient en cours, mais qu'elle continuerait à percevoir son salaire de 121 350 $. Toutefois, son avocat a déclaré qu'elle n'avait enfreint aucune loi. Mais l'accusation ne s'est pas relâchée et a sérieusement insisté pour qu'elle soit condamnée à une peine d'emprisonnement. Au fil du temps, l'affaire a attiré l'attention de la communauté afro-américaine, qui était fermement convaincue que Tracy Hunter avait été traitée de manière injuste. Ce sentiment a conduit certaines personnes à aller plus loin et à protester contre sa condamnation dans la salle d'audience elle-même. L'un de ces manifestants a été appréhendé et finalement reconnu coupable d'outrage à magistrat par les fonctionnaires du tribunal. Le chaos a commencé immédiatement après la lecture de la sentence par le juge. Mais avant de lire la sentence, le juge Patrick Dinkelacker a expliqué qu'il avait reçu de nombreuses cartes postales anonymes envoyées par les partisans de Hunter à son domicile. En lisant ces cartes, M. Dinkelacker a pris acte de la demande du public de disculper M. Hunter. Certaines cartes postales font référence à un accident mortel survenu en 2013 impliquant la voiture de M. Dinkelacker et un autre véhicule, et remettent en question l'absence de peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre du juge. Toutefois, M. Dinkelacker a clairement indiqué qu'il ne se laisserait pas influencer par l'opinion publique ou la peur des critiques. Il a déclaré « Si l'intention était de m'intimider de quelque manière que ce soit, c'est un échec total. Ce sera l'étincelle qui déclenchera le chaos dans cette salle d'audience de l'Ohio. » Les partisans de Hunter étaient furieux. Un manifestant court vers Hunter mais est arrêté par des fonctionnaires du tribunal. Au milieu de l'agitation, un adjoint tente de faire sortir Hunter de la salle d'audience, mais elle reste molle. La seule façon de la faire sortir est donc de la traîner. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Regardons les choses sous un autre angle. Tout le monde est tendu. Certains pleuraient, la salle d'audience était en désordre, et la juge Hunter semblait accepter son sort. Hunter est finalement emmené dans une autre pièce, en fauteuil roulant, pour être examinée et commencer à purger ses 6 mois de prison. Cependant, elle a été libérée plus tôt, moins de 3 mois. Ensuite, nous nous rendrons dans le Tennessee pour l'audition de Spencer Allen Boston, un amateur d'herbe, si l'on peut dire, un héros autoproclamé de l'herbe. La procédure judiciaire se déroule donc normalement ou aussi normalement qu'on pourrait s'y attendre. Mais le premier signal d'alarme est apparu lorsque Boston a déclaré qu'il voulait se représenter lui-même. Je veux dire, pour être honnête, ce n'est pas très surprenant. Un peu décalé mais pas étrange. Les gens se défendent tout le temps. Il était accusé de possession d'herbe et d'excès de vitesse à un point de contrôle routier. Cependant, ces actions au tribunal ont ajouté le trouble à l'ordre public et l'outrage à magistrat. Vous comprendrez pourquoi dans une minute.
Boston, choisissant de se représenter lui-même, monte courageusement sur scène. Cependant, il commence à prononcer un discours passionné centré sur les lois relatives à la marijuana en vigueur dans l'État du Tennessee. Avec une conviction dans la voix, il articule son point de vue. Mais le juge n'a pas accepté l'argument de Spencer. Selon lui, la loi est la loi et elle doit être respectée sans exception. La marijuana est illégale dans l'État du Tennessee. Tout compte fait, le juge s'est montré raisonnable et compréhensif. C'est à partir de ce moment que les choses ont commencé à déraper. C'est alors que Boston fait le choix audacieux d'allumer un joint tout seul. C'est presque comme s'il l'avait sorti de nulle part. L'auxiliaire de justice intervient rapidement pour l'en empêcher. Mais cela ne dissuade pas Spencer d'essayer de prononcer un autre discours. Les rires emplissent la salle d'audience et les rires des observateurs résonnent. En réponse aux actions de Boston, le juge a ajouté un nouveau chef d'accusation à son dossier, le citant pour conduite désordonnée et outrage au tribunal. La protestation contre la légalité de l'herbe se retourne contre lui. En conséquence, le juge le condamne à 10 jours d'emprisonnement. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur les vidéos sur votre écran pour un contenu similaire.